Bref, encore une fois, et je pense qu'après cette description, vous l'aurez compris, la question de Momo avait mis le vieil homme dans une ébullition déchaînée qui, en plus d'avoir obligé Momo à se recacher sous la table en acajou de 267 mètres de long, avait salopé toute la moquette. Le vieux monsieur là, il était indubitablement furax. Cependant, au bout d'un petit quart d'heure, le vieux monsieur se sentit fatigué d'expulser tout ce qu'il avait à expulser par ses différents orifices et il fut bien obligé de se calmer un peu parce que quand même, à son âge, il avait le cœur fragile. Après que sa méga supra giga indignation se fut peu à peu évaporée dans les brumes du petit matin et que l'orchestre tyrolien, les angelots, les cigales, les petits lapins et les marins-pompiers assistés des Canadaires eurent fait un peu de ménage parce que franchement le vieux il en avait foutu partout, la discussion put reprendre en ces termes. « Ne sais-tu donc pas qui je suis ?» répéta le vieil homme. Là, Momo il commençait vraiment à se dire que ce vieil homme, outre sa tendance à l'excès dans l'expression de sa colère, était quand même un peu crétin et un peu répétitif à reposer toujours la même question, et on pouvait dire de lui que la flamme de la petite lanterne de l'intelligence ne lui éclairait pas tous les étages ni toutes les pièces. S'il n'avait pas encore compris que Momo ne le connaissait pas, c'était que soit ce vieux monsieur en toge était vraiment mégalo, ou alors, deuxième possibilité, qu'il était vraiment quelqu'un de supra méga connu. Et dans ce cas, Momo pouvait être considéré comme le pire cancre de la classe, celui qui passe toutes les heures de cours à se curer le nez en regardant voler les mouches. Cependant, Momo, dont les cheveux, qui étaient d'habitude magnifiquement ondulés sur les bords avec la raie au milieu, se livrait désormais une bataille sans merci sur son crâne, se disputant le territoire capillaire avec des morceaux de tête de veau et de dinde farcie, une lichette de café crème. Vous vous souvenez du café crème, qui est quand même à l'origine de toute cette pagaille, de bouts de plastique provenant des ballons de la tante Gertrude, de miettes de petits fours, d'éclats de baies vitrées, de chamallows carbonisés, de maracas chica-chican et d'un soupçon de marmelette de mamie Josette, dont les cheveux, dis-je, accompagnés de toute cette désopilante compagnie, étaient plaqués en arrière comme ceux d'un motard roulant sans casque et sans passer à la douche depuis 15 jours sur la route 66 qui va de Chicago à Santa Monica en passant par le Kentucky. Momo, donc, ne savait pas trop quoi répondre et hésitait entre le 50-50, l'appel à un ami ou le regard de crapaud farci de Jean-Pierre Foucault. Pour Momo, histoire de sauver sa peau, tendue comme un hippopo, le trouillomètre à zéro, il s'agissait de réfléchir vite et bien. Un large sourire sympathique se dessina sur son visage. Il espérait ainsi s'attirer toute la bienveillance du vieil homme, soupolé, et demanda « Vous auriez pas un petit indice ?» À ce moment-là, le vieux monsieur se tourna vers la compagnie des tyroliens alcooliques qu'avaient rejoint les marins-pompiers de Marseille et mamie Josette et leur fit un signe de la main. Signe auquel ni les tyroliens, ni les marins-pompiers, ni mamie Josette ne comprirent rien, haussant tour à tour les épaules dans une hola impuissante. Le vieux monsieur fut soudain dévasté par le découragement, s'assit dans le fauteuil qu'avait occupé quelque temps auparavant Ting Tang Boom et se mit à pleurer à chaudes larmes, très chaudes puisqu'il s'agissait de larmes en fusion, achevant par cet épanchement volcanique la seule et unique zone de moquette en laine d'alpaga sauvage qui avait jusque-là échappé au massacre. Et là, malgré le fait que sa grande, big colère monumentale ait eu des effets cataclysmiques sur la déco de la grande salle de conférence qui ressemblait maintenant à un champ de bataille de la guerre 14-18, les poilus et les barbelés en moins, Momo eut vraiment pitié du vieux bonhomme, même s'il ne savait pas toujours de qui il s'agissait. Si la lanterne de l'intelligence n'éclairait pas la totalité de la surface habitable chez le barbu, chez notre vaillant petit journaliste, elle n'éclairait toutes les pièces que par intermittence, d'où le nom donné au courant alternatif, et ça manquait pas de clignoter dans la chaumière. Tic, tic, tic. Soudain, une Angelette rescapée, la morvonnée parce qu'elle avait chougné, et le mascara en goguette parce qu'elle avait pleuré, tira la manche de la parka Quechua à 68,90 € de chez Decathlon du petit Momo journaliste pour enfin
l'éclairer, sa fameuse lanterne. Elle ne devait pas mesurer plus de 57 cm au garrot, aussi fallut-il que Momo se penchât pour entendre ce qu'elle avait à lui dire. Quelle ne fut pas la surprise de Momo lorsqu'il entendit une voix d'outre-tombe, digne d'un orang-outan en cavale, prononcée dans toute sa bestiale virilité, façon Rocky XII contre les Viet Minh à Saint-Tropez. Alléluia! À ce mot, les Tyroliens, la grande Gertrude, les cigales et les petits lapins, marins-pompiers et autres cloches de vache ayant hissé le drapeau blanc en signe de reddition, réunirent leurs plus belles voix dans un chœur à faire frémir d'enthousiasme la ferveur religieuse du plus anticlérical de tous les marxistes. Les trompettes se mirent à trompetter, les flûtes à flûter, les cloches à cloche-pied, les cierges à cierger tout autour de la salle de conférence, et avec à l'intérieur la table en acajou de 319 mètres de long, et tous entonnèrent un alléluia collectif qui allait déclencher le eureka individuel de notre vaillant petit journaliste. Ça y est, je suis monsieur. Vous êtes Dieu, c'est ça? S'exclama-t-il en secouant chaleureusement la pogne ramollie de désespoir du vieux barbu fleuri. Enchanté de faire votre connaissance. On m'a tellement parlé de vous. Est-ce que ça vous dérange si on fait un selfie, hein? Mon rédacteur en chef va en être tout ébaubi. Dieu, puisque tel était son nom, renifla un grand coup pour réintégrer toute la morve qu'il avait dispersée sur la moquette dans son divin appendice nasal, se redressa sur son siège pour avoir l'air un peu plus digne et répondit: Non, pas de photo, j'ai pas envie de me retrouver sur Facebook et qu'après tout le monde me reconnaisse dans la rue. Parce que quand on est une méga super diva giga star, j'estime qu'on a droit à sa vie privée. Je suis ici incognito. Mais alors, comment vouliez-vous que je vous reconnaisse? Demanda Momo, dans un accès jubilatoire de mauvaise foi, sans jeu de mots. Ne fais pas le malin avec moi, Momo. Je te signale que je vois tout, je sais tout, j'entends tout, je prévois tout, et je suis même capable d'acheminer un chronopost en moins de 3 semaines, mieux que la poste. Bon d'accord, convint Momo. Sur ce coup, j'ai pas été franchement perspicace. Mais au fait, qu'est-ce qui vous amène ici, dans une salle de conférence à 4826 mètres d'altitude, à vous envoyer en l'air à ski et à pleurnicher dans les restes de tête de veau? Hein? Je suis venu te transmettre un message de la plus haute importance, mon petit Momo. À moi? Demanda Momo en pointant son index gelé sur sa cage thoracique pour bien vérifier qu'on parlait bien de lui. Dieu fit oui de la tête, et Momo n'en put plus d'autosatisfaction. Non. Momo n'en put plus d'autosatisfaction. Il se disait qu'il était l'élu, le seul à pouvoir sauver l'humanité souffrante de l'horrible malédiction du gros P qui pue, l'unique homme semblable à nous autres hommes sur cette terre, semblable à notre terre, capable d'affronter tous les maudissements du monde tellement il était fort. Il s'imaginait déjà annoncer la nouvelle à téléphone à son papa et sa maman, qui seraient encore vachement plus fiers de lui que le jour où il avait eu son bac. Il avait été désigné par Dieu même pour... Arrête tes délires mégalos, Momo. C'est à toi que je vais dire, parce que il reste plus que toi ici. Les épaules de Momo, de déception, se décrochèrent de sa clavicule et ses mains tombèrent inanimées sur la moquette en alpaga sauvage. Ah. Bah oui! À qui veux-tu que je m'adresse à part toi? Momo sentit les larmes monter à ses paupières, mais il se reprit bien vite, face à l'importance de la mission dont on le chargeait, faute de combattants. Blessé toutefois dans son orgueil, il se redressa, croisa les bras sur sa poitrine pour faire croire que, même pas mal, tapa rythmiquement du pied droit dans les restes de dégueulis pour montrer son impatience et asséna à Dieu un « Bon, j'attends. Alors? C'est quoi ce message si important? Hein ?» Un trompettiste tyrolien se dégagea furtivement de l'attroupement hétéroclite qui se tenait, immobile et grelottant, près du mur en béton balafré par la brèche de 2 mètres de large,
emplit ses poumons du bon air frais, vivifiant de la montagne et commença à trompetter un trompettage digne des plus grands péplums italiens des années 60, convoquant par là, tour à tour, Jules César, en toge lui aussi, Cléopâtre, dont on planta avantageusement le nez dans la brèche du mur en béton qui fut enfin colmaté, évitant à toute assemblée d'attraper une pneumonie, les gladiateurs du 8e régiment d'infanterie de marine qui serrèrent affectueusement la main de leurs confrères marins-pompiers ici présents, les chrétiens en pagne divagant dans le sable à faire des pâtés en attendant l'ouverture de la cage aux lions, tigres et panthères qu'on ne manqua pas d'applaudir avant de s'éparpiller gaiement dans toute la salle de conférence parce que ils avaient les crocs, les fauves. Bref, devant tout ce beau monde, le trompettiste tyrolien qui s'appelait Jean-Jacques, la liquette verte en débandade rapport à tout ce qu'il avait déjà subi, réalisa de toute la puissance de sa trompette géante. Il fallut 4 gladiateurs et 2 marins-pompiers pour la porter afin que Jean-Jacques puisse coller ses lèvres à l'embouchure. Une mirifique et enthousiasmante introduction à l'annonce que Dieu s'apprêtait à faire. Introduction ressemblant à s'y méprendre à la musique de début de Star Wars. Vous savez, celle qui fait ta 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 qu'on entend quand on voit Avachi dans le fauteuil mou d'une salle obscure, un cornet de pop-corn sur les genoux se dérouler sous nos yeux ébahis et sur un fond étoilé de lignes jaunes qui résument pendant environ 48 minutes ce qui s'est passé pendant les 12 précédents épisodes. Dieu attendait dignement la fin du prélude musical qui n'en finissait pas pour finir. Finalement, quitte à faire des répétitions, allons-y gaiement, hein. Foudroyé de son regard, d'où jaillissaient des éclairs au chocolat à la marmelade, le pauvre Jean-Jacques, qui avait cru bien faire, ainsi que les 4 gladiateurs et les 2 marins-pompiers, sur les pieds desquels tomba dans un fracas assourdissant la trompette géante.